La négritude, c'est le tréfonds du peuple noir. Nous pourrions dire également que la négritude, c'est le fond, ce n'est pas la forme du peuple noir. Et pour m'exprimer vraiment en nègre, la négritude, c'est essentiellement le rythme, le mouvement. Et c'est ça qui est vivant, car la vie est mouvement, car la vie est rythme. Une vie, une œuvre, Léopold Sédar Senghor, 1906-2001, par Catherine Pont-Imbert. Nous sommes à Verson, à l'entrée de l'espace Senghor, à l'extérieur de l'espace Senghor. Quel est le sens du symbole qu'on voit sur la façade du bâtiment ? Eh ben, on va dire que son symbole représente la rencontre, l'échange entre les gens, le tout dans un ciel étoilé, parce que un petit peu de romantisme ne nuit pas. Et voilà, oui, la rencontre. C'est le symbole de la rencontre. Très bien, mais je crois qu'on peut rentrer dans les lieux et puis poursuivre la visite. Alors là, je reconnais les éléments qui me permettent de penser que nous sommes dans la salle consacrée à Léopold Sédar Senghor. Voilà, la salle Gilor. Donc c'est une salle où l'on trouve à la fois des objets qui nous ont été offerts par monsieur et madame Senghor, des ouvrages de Léopold Senghor évidemment, et des ouvrages qui ont été écrits sur lui. Et puis aussi de très beaux livres d'art africains que nous avons peut-être là. S'approcher Oui. pour aller regarder de plus près. Vous avez également ici un manuscrit de Léopold Senghor qui est installé dans une vitrine. Il s'agit d'une élégie pour Jean-Marie, c'est cela, avec Oui. des lithographies originales de Zhao Wuki. Ça a été écrit en juillet 68 à Verson, au mois d'avril. Et il y est fait référence justement au décès de son fils, Jean-Marie. Voilà. Et c'est assez touchant, en fait, d'avoir ces lithographies et ces textes ici. On peut peut-être quand même s'approcher un tout petit peu de la vitrine Oui. où sont rangées là, les œuvres. Alors à la fois les recueils poétiques, les essais et puis les publications qui lui ont été consacrées. Voilà, tout à fait. D'accord. De plus, là, par exemple, vous avez des gros classeurs. J'ai une collègue qui, dès qu'elle voit le mot Senghor dans un article, aussi petit soit-il, elle le découpe, elle l'archive. Ce qui fait que nous avons énormément d'archives, mais de journaux, en fait, hein, sur des articles consacrés à Senghor. Alors là, je vois que vous avez bien sûr tous les numéros de Liberté, Liberté 3, donc Négritude et civilisation de l'universel. Et puis j'imagine qu'on trouve également tous les exemplaires de sa poésie. Normalement, oui. Je dis normalement, mais oui, elles sont toutes là. Mais il arrive aussi qu'on nous les emprunte. Donc c'est le lieu où sont réunis tous ces écrits. Alors il y a une photographie de lui et tout jeune garçon. Tout jeune garçon. Elle est belle, cette photographie. En fait, dans cette valise sont contenues beaucoup de photographies de Léopold Senghor. C'est une partie d'une exposition qui avait été consacrée à Senghor, alors je ne sais plus en quelle année, mais à la Bibliothèque nationale de France. Oh, je vais vous montrer autre chose. Au moment des 90 ans de Léopold Senghor, nous avions donc fait une petite exposition de photographies. Alors, je cite parce que ces photographies sont belles. Elles sont de Michel Dagneau, qui était journaliste à l'AFP, et qui les a gracieusement offertes. Voilà. Et ces photographies représentent Monsieur et Madame Senghor dans leur maison de Verson, enfin dans le parc. Hein, et je les trouve magnifiques tous les deux. Là. Alors ça, par exemple, c'est avec Maurice Druon. C'était au moment de l'inauguration du centre Senghor. Donc ça, c'est en 1994. D'accord. Voilà. Alors là, c'est à son bureau de travail. Ouais. C'est dans sa maison. C'est dans sa maison. D'accord. Ouais. Tout a été pris à Verson. Un bureau encombré de très nombreux dossiers. Pour un homme qui s'était retiré des affaires, on sent là la trace d'une intense activité quand même. Ouais. Là, il est avec son épouse dans le jardin et ils sont en train de trinquer. Ouais. Ils ont un verre à la main et elle est très sympathique.
C'est vrai, moi je sais pas, je les aime beaucoup ces photographies parce qu'elles sont à la fois simples. Je suis pas en train de vous faire un culte de la personnalité, mais je les trouve toutes simples, toutes belles. Des photographies de la vie de tous les jours, Voilà, mais qui sont effectivement pleines d'émotions. C'est ça qui est important. Poète, penseur, homme politique, passeur de culture, Léopold Sédar Senghor est une haute figure de la vie intellectuelle africaine et au-delà du monde noir tout entier. Un homme complexe, trop souvent réduit à une image stéréotypée sur papier glacé, trop souvent figé dans son habit d'académicien ou renvoyé à son statut de chef d'État. Un rôle certes essentiel, mais qui dissimule d'autres facettes. Le poète du rythme, le penseur de l'enracinement nègre dans ses valeurs, le chrétien hanté par l'idée de la mort. Si les Africains ont pu se revendiquer nègres et renouer avec leur culture longtemps bafouée par l'histoire, c'est qu'il n'a cessé de prendre les armes contre l'ignorance et les préjugés raciaux. Mais ils doivent aussi à ce magicien des mots et du verbe la reconnaissance internationale d'une expression littéraire africaine. Senghor vouait une ardente passion à la langue française. Le grammairien en possédait toutes les subtilités et le poète savait jouer de ses harmonies pour les transformer en rythme. Avec lui, la langue du rationalisme était irriguée d'une sensibilité puisée dans son enfance en pays sérère. Léopold Sédar Senghor a laissé des empreintes très fortes en Afrique et profondément marqué les générations qui lui ont succédé. Boubacar Boris Diop. Moi, je vais faire un aveu. Le jour où j'ai appris la mort de Senghor, je n'ai pas dormi. La nuit suivante, il m'a été impossible de trouver le sommeil. Ça m'est pas arrivé depuis très longtemps. Et je me suis retourné dans mon lit. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que je ne savais pas que Senghor m'intéressait à ce point. J'ai eu envie, au milieu de la nuit, d'écrire un texte. Je l'ai commencé, j'ai arrêté. J'ai eu envie de le faire pendant toute cette période des funérailles, où il a été beaucoup question de lui. Et ensuite, je me suis dit, au fond, dans ces choses-là, l'émotion n'est pas bonne conseillère. Si un texte littéraire doit marcher à l'émotion, il ne faut peut-être jamais écrire sous le coup de l'émotion. Léopold Sédar Senghor est né en 1906 à Joal, qui est une petite ville côtière du Sénégal. Alors dans une famille aisée, puisque son père était commerçant, peut-être faut-il, Jacqueline Sorel, restituer un tout petit peu ce qu'était la vie d'une petite bourgade du Sénégal en ce tout début du XXe siècle. Oui, Joal était une petite ville qui avait quand même reçu des étrangers souvent, puisque Joal était un lieu de commerce, c'était un petit port de pêche, et il y avait des missionnaires qui étaient dans la région. Donc le père de Senghor, qui s'appelait Diogoy, c'est-à-dire Diogoy le lion, était un riche commerçant qui était catholique, qui avait, ça ne le gênait pas beaucoup, plusieurs épouses, d'une femme qui était sa 3e ou 4e épouse, et il a eu plusieurs enfants, dont Léopold Sédar Senghor. Et Nilan, qui était cette épouse, était d'origine d'un petit village qui était plus loin, à l'intérieur des terres, du Sine Saloum, et elle a très vite emmené son enfant, après la naissance, dans sa propre famille. Alors l'enfance de Senghor s'est déroulée dans ce lieu, notamment à Djilor, qui était ce petit village, et il a mené une vie tout à fait rurale et tout à fait traditionnelle, comme les enfants de cette époque et de cette région. Alors la famille Senghor est une famille sérère. C'est important de le préciser parce qu'en fait, c'est un groupe qui est minoritaire au Sénégal. Oui, c'est un groupe qui existe sur cette côte, qui est près de la Gambie, pas très loin, et qui a reçu les Portugais autrefois. Et le nom de Senghor, évidemment, c'est Senghor qui dit ça. Il pense que ça vient de Seigneur, qui était un mot qui voulait dire monsieur, seigneur, monsieur Senghor, seigneur, voilà. J'ai probablement du sang portugais puisque je suis du groupe sanguin A, comme ma femme qui est normande.
Pour elle, c'est naturel parce que les Scandinaves appartiennent au groupe A à 80%, tandis que c'est très rare en Afrique noire où la majorité, à peu près 80%, appartiennent au groupe universel O. Ce qui est une des preuves que l'homme a surgi en Afrique et que probablement il n'était pas très blanc lors de son surgissement. Elegie de saudades a Humberto Luis Barahona de Lemos. J'écoute au fond de moi le chant à voix d'ombre des saudades. Est-ce la voix ancienne, la goutte de sang portugais qui remonte du fond des âges, mon nom qui remonte à sa source? Goutte de sang ou bien signor, le sobriquet qu'un capitaine donna autrefois à un brave lapto. J'ai retrouvé mon sang. J'ai découvert mon nom l'autre année à Coimbra sous la brousse des livres. Monde scellé de caractères stricts et mystérieux, aux nuits des forêts vertes, aube des plages inouïes. Ce qui est, je crois, important à retenir de cette enfance, c'est que, vous le disiez, c'est une enfance rurale, oui, donc bercée par, d'une part, des paysages, mais aussi des traditions, des contes. Enfin, il a été, comme tous les petits-enfants sénégalais, ému par les aventures de Luc le Lièvre, de Boukilienne. Enfin, c'est une enfance traditionnelle. C'est une enfance traditionnelle. Alors, au village, attendez, jusqu'à 7 ans, il était berger, comme ses petits cousins, ses petits amis. Il gardait les animaux et vraiment, il vivait, j'allais dire, en petit pagne, à moitié nu, dans la brousse, ou bien le long du fleuve, à se baigner, à courir derrière les cormorans, à manger des huîtres dans les palétuviers. Alors, en plus, il y avait les cérémonies traditionnelles. Et les cérémonies traditionnelles, c'était des cérémonies sérères. Je pense que lui, d'ailleurs, lors de sa naissance, il a dû suivre tous les rites séraires de naissance, où on coupe le cordon, on l'enterre, on appelle les dieux à la rescousse, on donne le nom, Cédar, celui qui ne craint rien, qui n'aura pas peur. Et voilà, il a subi ça. Alors, il a aussi connu la religion séraire, qui est une religion avec un Dieu unique et des intermédiaires qui sont les ancêtres. Et je pense que, alors ça c'est à noter, c'est assez intéressant de réaliser que Senghor finalement n'a pas été tellement désorienté lorsqu'il est devenu catholique, parce que le Dieu unique, il connaissait, et les saints, c'était les ancêtres. Mais donc il y a cet héritage portugais, l'inscription dans la tradition sérère, et puis très vite l'apprentissage en français, et puis la religion catholique. Donc tout ça, dès le départ, est une sorte de, comment dire, prédisposition en quelque sorte au métissage et au mélange. Tout à fait, absolument. Alors le père de Senghor, de Léopold, était donc, lui, commerçant riche et catholique, et il voulait que ses enfants fassent des carrières brillantes, et donc il a voulu qu'ils apprennent le français, qu'il se rendait compte qu'il fallait absolument que les enfants parlent français, qu'il ait reçu une éducation. Donc il l'a confié au père de Joal. Il y avait une mission à Joal, le père Dubois, et c'est lui qui a appris les premiers rudiments de français à Senghor, qui avait alors 7 ans. Il lui a appris sans doute à servir la messe et la religion catholique. Et Senghor raconte combien il a aimé ces mots absolument inconnus qui étaient un peu exotiques pour lui, et notamment des mots comme chocolat ou des confitures, enfin des choses qui lui semblaient étonnantes. Il avait l'amour des mots.
baboyam jurum dero yole jigna be jurmini ma yole surare bes boy galle yole mama. Alors le jeune Senghor s'avère être un étudiant doué et son père ne va jamais en fait faire obstacle à sa progression dans les études. Il va même l'encourager et suivre une ambition qui va très vite se déterminer. Oui, et Anne Gazobil, il a suivi de très bonnes études, mais c'était un collège qui était assez intéressant parce qu'il ne déracinait pas les enfants. Il les laissait un peu dans leur contexte familial, il gardait les traditions de la région, Sérère, parce que c'est un pays Sérère, c'est d'ailleurs un lieu magnifique. Hein. Je pense que la poésie de tout cela a dû marquer profondément Senghor. Bon, de même qu'en pays Sérère, il y a des femmes qui chantent, qui racontent beaucoup de contes, d'histoires, et qui ont le sens de la poésie. Et ce sont beaucoup de Sérères sont poètes, sont écrivains, sont artistes. Et petit à petit, au fil de ses études, Jacqueline Sorel, Léopold Sédar Senghor va aussi découvrir, outre cette poésie sérère, les valeurs de liberté et d'égalité au contact de la lecture des textes français. Oui, ça, c'était un esprit curieux. Il s'est beaucoup intéressé aussi bien au latin d'ailleurs qu'au grec et au français. Et évidemment, il a eu une éducation qui était tout à fait classique, de classique français. Alors Senghor, qui quand même suivait, puisque c'était un collège religieux, Senghor suivait les offices et ça aussi, il y avait une certaine poésie dans les chants, dans la messe. Et il s'est dit finalement, il serait bien un prêtre. Donc, il s'est senti tout d'un coup une vocation de prêtre. Mais alors ça, son père n'aimait pas tellement. Néanmoins, comme il était brillant dans ses études, il a bien voulu accepter de l'envoyer au séminaire de Dakar. Donc, il est envoyé au collège séminaire Libermann de Dakar pour étudier le grec et le latin. Et naturellement, là, il se trouve dans un autre milieu, un autre contexte. Il semble quand même qu'à cette époque-là, sa vocation pour la prêtrise, il y a différents facteurs qui peuvent éventuellement expliquer qu'il ne soit pas devenu prêtre, mais il est malgré tout choqué et frappé par le propos de certains prêtres sur l'absence de culture de la race noire. Déjà, à cette époque, il a, lui, la conviction du contraire. Ah oui. C'est-à-dire que Senghor a été... Je crois que ça, c'est un événement marquant de son existence. C'est lorsqu'il se trouvait au collège Libermann, le père Lalouse, qui était je crois, surveillant général ou directeur des études, le père Lalouse voulait faire, en toute bonne foi, je crois, d'ailleurs c'est Senghor qui le dit, il dit c'était un homme de bonne foi. Mais il pensait que ce qu'il pouvait faire de mieux pour ses petits élèves, c'était d'en faire des petits Français à peau noire. Donc, gommer complètement tout ce qui était la tradition africaine, qui pour lui d'ailleurs n'existait pas. Alors, évidemment, Senghor, qui se souvenait de son enfance, il voyait les rites, il voyait tout cela, et il trouvait que c'était tout à fait injuste de dire qu'il n'y avait pas de civilisation ni de culture dans toute son enfance et dans toutes ses traditions. Alors, il s'est un peu rebellé contre tout cela. Et le père Lalouse a trouvé que, cet enfant était un peu un rebelle, qu'il ne se moulait pas très bien tout ça, et que sa vocation, finalement, n'était pas si juste que cela. Et il lui a conseillé d'aller au collège laïque. Alors, ses talents lui valent l'obtention d'une bourse d'études qui va lui permettre d'aller poursuivre ses études de lettres en France. Il est donc parti, il a pris le bateau pour se rendre en France. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était extrêmement rare. Il a été le premier à avoir une bourse et à pouvoir aller faire des études comme cela en France. Il a plu toute la nuit. J'ai pensé à toi sous la fulgurance sulfureuse des ténèbres. La mer bavée sur les brisants des tuiles vertes, la mer meuglante. Sous le tonnerre et la tornade, nous gémissions sous l'ange de la mort d'une longue plainte et si douce. Me voici dans le gouffre du palais sonore. Dans les moiteurs, les migraines, comme a dit Laure jadis, ma mère saignait mes angoisses de feuilles de manioc, les saignait. À Joël, comme autrefois, il y a cette souffrance à respirer qui colle visqueuse à la passion. Cette fièvre aux entrailles le soir, à l'heure des peurs primordiales. Je rêve aux rêves de jeunesse. Mon ami l'étranger disait la fraîcheur des prés en septembre et les roses de Tinchebray qui s'irisent dans la candeur du matin.
Je rêvais d'une jeune fille au cœur odorant, et quand elle se fâchait ou délirait, ses yeux jetaient des éclairs de soufre, comme toi, n'est-ce pas? Comme la nuit d'hivernage. Mais ce qui me semble important à souligner, Jacqueline Sorel, c'est que déjà, à l'époque, Senghor a un projet clairement défini et que le fait de poursuivre des études en France et donc de s'initier à toute la production française, à la pensée française et à la raison française correspond chez lui à un projet. Il dit, il s'agit pour nous de nous servir des armes de l'Europe, de la raison discursive pour acquérir les sciences de l'Europe qui nous permettraient d'avancer dans la voie de la civilisation moderne. Oui. Et là, on est au tout début de son grand projet. Là. Ah oui, c'est un enfant curieux et c'est un enfant aussi qui a envie enfin, je ne dirais pas d'aider son pays, je ne sais pas si ça allait jusque-là, parce qu'il ne pensait pas du tout qu'il ferait une carrière politique, mais il voulait faire partie de cette élite qui entraîne un peuple quand même, qui entraîne un pays vers la voie d'une modernité. Oui, et puis de se forger les outils nécessaires pour ça. Oui. Ah non, puis lui était intéressé par la culture, ça c'est certain, il l'a toujours été. Alors on le retrouve au lycée Louis-le-Grand à Paris, en classe préparatoire à l'école normale supérieure, où bien évidemment il est un des très rares étrangers. Ah oui, certainement. Oui. Il y avait, je crois, avec lui, il y avait un Vietnamien, mais enfin un Indo-chinois de l'époque. Et il y avait naturellement d'autres élèves français, dont Georges Pompidou. Alors c'est justement à cette époque, il y a deux grandes rencontres très importantes, Georges Pompidou et puis Aimé Césaire. Oui, Pompidou a commencé il était provincial, donc il était aussi un petit peu comme ça, arrivé à Louis-le-Grand à Paris comme provincial, donc connaissant pas trop la capitale. En tout cas, ils se sont liés d'amitié et grâce à Pompidou, Senghor a appris beaucoup de choses. Je crois qu'il lui doit beaucoup dans la mesure où il lui a ouvert les yeux sur la littérature, sur la poésie, il lui a appris à dire la poésie. Une chose est certaine, c'est que Senghor a une façon de dire les poèmes qui vient de Pompidou. C'est Pompidou qui lui a dit « il ne faut pas faire des effets de voix quand on dit des poèmes, il faut les dire d'une voix monotone ». Et Senghor a repris cela, et lui-même, quand on l'écoute, il le lit de cette voix assez plate. Et avec Aimé Césaire, apparemment, l'amitié a été immédiate. Immédiate. Ils se sont rencontrés et ils ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre, si je puis dire. Et ils se sont rencontrés. Alors, la rencontre a été racontée par Césaire. C'était rue Saint-Jacques et ils se sont retournés là, côte à côte et ils se sont dit « Bonjour mon frère, comment vas-tu ?» Parce qu'ils étaient tous les deux de couleurs un peu divergentes par rapport à leur entourage. Et ils ont commencé à parler et ils ont parlé de la négritude. Enfin, ça ne s'appelait pas la négritude. Ils ont parlé de leur civilisation, de leur culture, des différences qu'ils avaient avec les étudiants français. Et je pense que c'est par Senghor que Aimé Césaire est rentré dans les milieux antillais noirs. Et il y avait là aussi beaucoup de Noirs américains qui étaient à Paris à ce moment-là, qui, eux, avaient des problèmes aux États-Unis, puisqu'il y avait des problèmes de racisme importants, et qui étaient venus en France, parce que justement, en France, il n'y avait pas de racisme à l'époque, ils étaient bien reçus, et ils pouvaient discuter. Et alors, c'est par leur intermédiaire que Senghor, Césaire et Damas, qui se trouvait là, qui était guyanais, qui était un poète aussi, étudiant à l'époque, et qu'ils ont rencontré les Noirs américains et qu'ils ont su ce qu'était la Renaissance nègre en Amérique. La Renaissance nègre, c'était un mouvement qui voulait justement redonner aux valeurs noires un prestige. Oui, c'est important à souligner, effectivement, parce que lorsque le mot de négritude a été prononcé pour la première fois, je crois que c'est par Aimé Césaire, mais c'était vraiment le fruit et le résultat de cette effervescence de ce petit milieu noir qui venait du monde entier, en fait. Qui venait du monde entier, oui. Oui. Et notamment les Américains avec leur négro-renaissance. Et alors d'ailleurs, dans ces mêmes années, là on est dans les années 30, il y a la fondation de la Revue du Monde Noir. Et de façon générale, c'est vrai que la découverte du jazz, Joséphine Baker, enfin un certain nombre de phénomènes ont fait que Paris familiarise. Est devenu une sorte de petit noyau de centre africain. De terre d'accueil. Parce que les États-Unis, non, c'était le racisme. Bon, l'Afrique, c'était autre chose. Tandis que là, il y a eu ce petit milieu qui a
été en effervescence. Et d'ailleurs, Senghor, dans une de ses interviews, dit que c'était des années ardentes pour lui. Oui, parce que ce sont des années de formation, en fait, dans lesquelles il découvre, alors un peu dans le désordre, bien évidemment, mais le surréalisme, voilà. Rimbaud, et puis les théories freudiennes, le marxisme, enfin... Il y a toute cette effervescence intellectuelle. Et alors, il ne faut pas négliger justement le surréalisme. Parce que le surréalisme faisait table rase de tout ce qui était conventionnel. Et bon, je crois que c'est ainsi que Césaire a pu dire, avec provocation, pour moi, 2 et 2 ne faut pas 4, mais 5. Bon, ça, c'était vraiment un relent du surréalisme. Alors, finalement, ça n'a pas tellement duré. Le marxisme, ça n'était pas tout à fait leur affaire non plus, parce qu'ils étaient plus modérés et plus littéraires. Mais auparavant, il a été entraîné, alors c'est là aussi un des événements assez cocasses, c'est que c'est Georges Pompidou qui, lui, on connaît son parcours d'homme de droite, c'est Georges Pompidou qui a entraîné Senghor au Parti socialiste. Il y avait une association d'étudiants socialistes et c'est Pompidou qui l'a introduit. C'est d'ailleurs dans cet endroit qu'il a rencontré, je crois, Edgar Faure. Il me semble, Boubacar Boris Diop, que Senghor est devenu une sorte de personnage emblématique, notamment comme porte-drapeau de la francophonie, au point qu'un certain nombre de clichés se sont accrochés à sa personne et qu'en fait on le perçoit parfois un peu comme un mythe et pas comme une personne réelle. Je me rends compte à quel point il nous a marqués et à quel point il a été un individu complexe, très africain, mais plus français que lui, tu meurs. Après, je me suis dit, mais finalement, quel est mon bilan personnel de Senghor? J'ai le résumé. Je pense que c'est un très grand poète. Et pour lui, comme pour Césaire, il me semble qu'ils ont souffert sur la scène littéraire française. Ils ont souffert de la couleur de leur peau. Je crois que la maîtrise que Senghor et Césaire ont de la langue française, qui n'est pas la langue maternelle de Senghor, eh bien, je me demande si au XXe siècle, il y a eu beaucoup de poètes de l'Hexagone pour s'exprimer dans cette langue-là avec une telle force. Cette passion de la langue française, parce que c'est une langue belle. C'est une langue belle et les négro-africains qui sont sensibles au rythme, à la mélodie, l'ont remarqué. Je me rappelle du temps de mon enfance, quand il y avait une sécheresse prolongée, les femmes du village s'organisaient pour faire rire Dieu. Alors, ils s'habillaient à la française, avec des pantalons, des casques, des verres fumés, et ils se mettaient à baragouiner le français en insistant sur les finales, car ils avaient bien remarqué le rythme de français. « Monsieur, voulez-vous me dire bonjour ?» Et elles se mettaient à tirer des coups de fusil, n'est-ce pas, pour faire rire Dieu. Mais donc, elles étaient sensibles aux qualités mélodiques et au rythme du français. Et je me rappelle, quand j'ai commencé d'apprendre le français, je mangeais les mots, comme je l'ai dit quelque part, je mangeais les mots comme de la confiture. Réflexion faite, je pense que le français est une langue idéale de communication internationale. Pourquoi? À cause de sa clarté,
à cause de sa cohérence, à cause de sa logique, à cause de sa clarté, d'abord à cause de son vocabulaire, mais à cause aussi de son rythme. C'est une langue monotone, oui, mais c'est peut-être pour moi ce qui fait sa poésie. Africa. Ambassadeur du peuple noir, me voici dans la métropole. J'ai compté 12 portes rayonnantes, dénombré 12 000 étoiles. Ce fut de l'aile haute de mon cheval piaffant. Je t'avais dépêché nombre de cavaliers. Réponse ne m'a pas été rendue. Qu'il se soit embourbé dans les marigots de l'oubli, je ne veux le croire, princesse. Le peuple noir m'attend pour les élections des hauts sièges, l'ouverture des jeux et des fêtes de la moisson, et je dois régler le balai des circoncis. Ce sont là choses graves. Je pense à toi, princesse de Belbord. À Verson, en Normandie, Stéphanie Guédon, jeune Sénégalaise adoptée par une famille française grâce à Léopold Sédar Senghor. Moi, de toute façon, je n'ai jamais connu M. Senghor du temps de son mandat, donc je ne peux même pas parler de l'homme en tant que président. Moi, j'ai eu la chance de le connaître personnellement. C'est vrai que j'ai partagé des moments avec lui totalement privilégiés. Je peux même pas, il y a des choses qui ne se racontent même pas, mais c'est vrai que non, je le connais en tant qu'être humain. Voilà, c'est un homme simple, hein, comme vous et moi. Mais c'est vrai que bon, j'ai eu des bons moments privilégiés avec lui et c'est vrai que j'ai passé une enfance auprès de monsieur et madame Senghor à la fois particulière, originale et ça, voilà, quoi. Ça, c'est pas volé, c'est à moi et ça nous appartient un petit peu. Hein. Un homme généreux aussi, peut-être, parce que le geste qu'il a fait en vous permettant de venir en France et de trouver une famille adoptive, c'est aussi un geste de générosité. Tout à fait, oui, très très généreux. Et c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui fait sa rareté. C'est un homme, voilà, je pense que c'est une personne qui est entière. Voilà, il le fait, c'est spontané, ça vient du cœur. Et c'est peut-être aussi ce qui m'a inculqué, parce que moi, je suis un petit peu comme ça aussi. Donc je pense que voilà, quoi, c'est les sentiments qui parlent avant tout. C'est ça que j'apprécie beaucoup chez le président. C'est sa spontanéité, sa bonté, et voilà, ça venait du cœur, quoi. Est-ce que vous avez eu la curiosité, en grandissant, de découvrir aussi l'auteur, l'écrivain, et est-ce que vous avez lu ou bien ses œuvres poétiques, ou bien les essais qu'il a publiés? C'est-à-dire que j'ai lu quelques-unes de ses œuvres, mais j'avoue, là, c'est un petit peu paradoxal, je suis pas une très grande lectrice, faut être réaliste, mais durant toute mon enfance, j'avais même pas besoin de lire, parce que tout ce qu'il me disait, ce n'était que poésie, donc il me contait, en fait, il me narrait ses livres, voilà, tout simplement, et j'étais bercée et je buvais ses paroles, quoi. C'est voilà, même à mon jeune âge, ça me touchait et je suis pas restée indifférente. Donc quelque part, j'aimais autant qu'il me les raconte. C'était encore plus sympathique, je pense. Dans la tradition du conte tel qu'on le pratique en Afrique. Tout à fait, voilà. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'on resterait des heures devant. C'était magique, quoi. C'était vraiment aussi un grand privilège. Hein. I'm singing again.
Vous êtes, Henri Lopez, comme l'a été Léopold Sédar Senghor, à la fois homme de lettres, romancier et homme d'engagement, puisque vous avez des fonctions politiques. Quelle facette de Senghor avez-vous d'abord découverte? Était-ce celle du politique ou celle de l'homme de lettres? C'est d'abord l'homme de lettres. J'étais étudiant à une époque où toute la littérature que je connaissais était la littérature européenne, française, mondiale, et qui correspondait à ma formation universitaire. Et brusquement, je découvre que des écrivains noirs avaient produit un certain nombre d'œuvres que je ne connaissais pas. C'est d'ailleurs à la faveur d'une anecdote assez amusante. C'était au foyer des étudiants de l'Afrique équatoriale française, où je découvre la fameuse anthologie de Léopold Sédar Senghor, et je l'emprunte. Je ne la rendrai jamais, puisqu'entre-temps, l'Afrique équatoriale française volera en éclats, arrivera les indépendances. Donc j'ai commis un larcin, mais un larcin par amour de quelque chose que je découvrais. Et c'est ensuite que j'ai entendu parler de l'homme politique, parce que dans les milieux étudiants, nous étions aussi très attentifs à la vie politique, nous étions engagés à notre manière, et tout ce que faisaient les aînés, pour nous, était critiquable. Donc Senghor était critiqué sur le plan politique, mais sur le plan littéraire, je l'admirais. Avez-vous conservé le souvenir, Henri Lopez, de cette découverte du Senghor littéraire, de vos émotions ou de vos sensations à la lecture? C'était donc l'anthologie. Oui, parce que pour moi, toute la littérature qui existait était une littérature qui se suffisait à elle-même. Et je ne voyais pas comment nous pouvions nous insérer là-dedans. Et brusquement, je m'aperçois que nos paysages, nos coutumes, notre musique, tout ce qui était considéré comme clandestin, comme même presque n'ayant pas droit de citer dans ce que j'aimais, eh bien, brusquement, tout cela apparaît à la surface. Et Senghor est un de ces chants. Les deux qui venaient tout de suite à l'esprit, c'était Senghor et Césaire, et puis aussi, je dois le dire, deux autres que j'aimais beaucoup, Damas et Tyrolien. Mais Senghor avait une stature avec Césaire au-dessus des autres. Et alors, quand aujourd'hui je regarde Senghor ou que je relis Senghor, je m'aperçois qu'il est terriblement africain, par son inspiration, par son expression, par son rythme. Et c'est une espèce de nostalgie africaine, une nostalgie plongée dans l'histoire. Et puis en même temps, on s'aperçoit qu'il est extrêmement classique par rapport à la poésie française, par rapport aux prédécesseurs. Donc, il n'a pas été nécessaire de faire couleur locale pour exprimer l'Afrique. Et c'est pour moi un exemple qui est plein d'actualité à l'heure actuelle, parce que la littérature africaine, dans le domaine de la prose, a voulu réinventer le français. Et aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que pour exprimer l'Afrique, pour parler africain, il est nécessaire de toujours prendre l'accent africain? D'un point de vue intellectuel, il me semble qu'il y a une découverte qui est très importante pour Senghor. C'est au contact de la revue Esprit, la découverte de Teilhard de Chardin.
dont il va parler notamment dans Liberté 5, et qui, je crois, est une pensée qui l'a profondément marqué. Ah oui. Bon, c'est vrai qu'il a fait une conférence qui a été publiée dans Liberté 5. Mais enfin, bon, ce qui est vrai, c'est que Senghor s'intéressait à tout ce qui est esprit, et la revue Esprit, et qu'il a été en contact avec beaucoup de cerveaux, j'allais dire, brillants de l'époque, et notamment catholiques. C'est dans Liberté 5 qu'il prononce cette fameuse formule, à l'occasion d'ailleurs de cette mention de la découverte de Teilhard de Chardin, en disant que, en fait, la lecture et la pensée de Teilhard de Chardin lui est apparue comme une invitation pour les peuples négro-africains à apporter une contribution au rendez-vous du donner et du recevoir. Ouais, cette formule du donner et du recevoir, elle est magnifique. Elle est magnifique. Il en refera usage plus tard. Il en fera beaucoup usage parce qu'il pensait que justement l'Afrique ne devait pas arriver, il l'a dit, les mains vides dans ce rendez-vous. Et que c'est venu plus tard. Quand nous en étions à l'époque de sa jeunesse, avant et de ses études, il n'était pas encore sur ce terrain-là. Il était sur le terrain de retrouver les racines, la négritude, et de les valoriser. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kon jamu Afrika mom lay ñaan mané jamu Afrika moy suñu natangue. Il y a Boubacar Boris Diop, ce que l'on pourrait peut-être qualifier d'obsession chez Senghor. En tout cas, c'est un moteur fondamental de son œuvre, poétique comme théorique. C'est la lutte contre l'ignorance et le préjugé racial. Et de ça, quand même, l'Afrique lui est très redevable. Nous avons tous dit « Oh, la négritude, on n'en a rien à cirer, ils nous cassent les pieds avec ça ». C'est vrai, on était dans une mouvance idéologique très marxisante. On disait la lutte des classes plutôt que la lutte des races, etc. Mais aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, je n'hésite pas à dire qu'il faut revisiter Senghor, que sa théorie de la négritude, c'est-à-dire cette façon de dire « je suis moi-même, voici d'où je viens, si je ne le sais pas, je ne saurai jamais où je vais et nous ne pourrons jamais dialoguer », ça, je pense que c'est de plus en plus important parce que la mondialisation, elle est de plus en plus comprise, surtout en Afrique, comme une opportunité pour recracher nos racines, pour laisser nos identités particulières se dissoudre dans le grand magma universel. C'était tout à son honneur, ce désir de lutter contre les préjugés raciaux, contre etc. Et de dire que l'avenir, au fond, de l'humanité, c'est au métissage, je pense. Mais on a eu l'impression, en Afrique, que dans le diptyque enracinement-ouverture, qui fonde la théorie de la négritude, l'ouverture l'a plus souvent emporté chez Senghor que l'enracinement. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est revenir à Senghor, mais en mettant l'accent sur l'enracinement. Mais est-ce que ça n'est pas lié au fait que, et c'est un point important, je crois, Senghor était un chrétien, et cette lutte contre le préjugé racial, il l'a fait un peu comme une croisade, comme je le disais. Oui, mais c'est formidable. Senghor, il est doublement minoritaire au Sénégal. Il est chrétien, il est sérère. Il dirige un pays majoritairement dominé par l'ethnie Wolof et musulman. Et il s'entend avec tout le monde. Finalement, le Sénégal était très mal parti pour s'embarquer dans des conflits fratricides. Il aurait suffi de peu. Si Senghor n'avait pas été cet homme à l'esprit très ouvert, oui, ça aussi, on lui en est reconnaissant. Il a compris très tôt que le plus important, c'est quand même d'être un homme qui converge. Et
nous rebattait les oreilles, j'hésite pas à le dire, avec cette phrase de Teilhard de Chardin, tout ce qui monte converge. Avec le recul, c'est presque comique. Un pays comme le Sénégal, qui vient d'accéder à l'indépendance, et qui a un président qui passe tout son temps à parler grec et latin, qui nous entretient de Teilhard de Chardin, de Hegel, de Marx, de trucs, mais qui fait quotidiennement. Et toute l'administration, avec son opportunisme bien connu, qui est obligé de suivre, tout le monde parle de parallélisme asymétrique, des dogons, de ceci, de cela. Il y a aussi chez Senghor cette espèce de tendance à embarquer tout un peuple qui n'en avait rien à faire dans une aventure intellectuelle, personnelle. Vous voyez, c'est une aventure poétique d'ailleurs. Il a essayé d'embarquer tout le Sénégal et je vous assure, la désengorisation, ça n'a pas été difficile. Il a suffi qu'on cesse de parler de négritude et c'était fini. Cet hommage à Pierre Teilhard de Chardin, je le voudrais moins d'un chrétien que d'un croyant, moins d'un politique que d'un homme. Il s'agit de dire comment un homme, si vous voulez, un intellectuel négro-africain, a été, dans sa recherche de la vérité, aidé, sauvé par Teilhard de Chardin. Qu'on ne s'y méprenne pas. Ceci n'est pas une déclaration anti-marxiste non plus qu'anticommuniste. J'ai trop à faire avec ma recherche pour vitupérer le marxisme ou le communisme, d'autant que Marx, Engels et Lénine ne m'ont pas été inutiles, sinon le marxisme-léninisme. Après quelques années de lecture et de réflexion, le matérialisme historique de Marx et Engels m'avait bien fait comprendre le processus de mon aliénation, mais peut-être pas le pourquoi. Pendant des années, j'ai cherché Dieu dans l'œuvre immense des deux penseurs. En vain. La lutte des classes, et qui est au centre du matérialisme dialectique, j'ai vite eu l'impression qu'elle était mal située. Elle était moins au niveau des nations que des races et des continents, car la plus grande réalité du monde contemporain depuis un siècle n'est pas la domination du prolétariat par la bourgeoisie, c'est la domination des peuples de couleur par les blancs européens, la domination des continents par la presqu'île Europe et son prolongement nord-américain. J'ai cherché, j'ai attendu de longues nuits que Marx ou Engels me parlât de la traite des nègres ou des valeurs de la négritude. Telles étaient les principales impasses où me menait ma quête marxiste. Et je revenais sur mes pas, vers ma négritude qui était sans contredit le fondement même de mon être, la base permanente où trouver de nouveaux viatiques pour de nouveaux départs. C'est vers ce temps-là que je découvris Teilhard de Chardin et qu'il débouchait mes impasses sur le soleil de la libération. Oui, Dieu, la question que l'on se pose toujours. À ce moment où je passe les 2/3 de mon temps sur des dossiers économiques ou financiers, je le confesse, mes nuits ne sont pas hantées des seuls problèmes d'expansion économique, voire de développement, mais aussi du seul problème qui soit réellement un problème, celui de Dieu. Ce n'est pas la mort physique qui me fait horreur, je l'ai souvent vue de près. C'est l'idée du néant, celle de ne plus être. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan joy. Samba korbe na jai wali biram pati ani jai biram nan jo
Quelle lecture peut-on faire aujourd'hui, Henri Lopez, de cette civilisation de l'universel et du dialogue des peuples que très tôt Léopold Sédar Senghor apprenait? Je crois que Senghor a eu très vite raison. Au fond, c'est la dialectique, je dirais, de l'identité et de l'universel. Senghor, justement, nous dit à nous Noirs, n'ayez pas peur de dire que vous êtes Noirs, de dire même employer le mot qui était l'injure, que vous êtes nègres, nous sommes des nègres, et c'est une identité qui a été oubliée, et dont nous ne devons pas avoir honte. Nous voulons apporter quelque chose à l'humanité, nous voulons enrichir l'humanité d'une sensibilité qu'elle ignorait, et non pas gommer le reste de l'humanité, piétiner le reste de l'humanité, et c'est dans ce sens que nous participons au mouvement de l'universel, parce qu'il y a un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'acquis de la connaissance et de l'émotion humaine qui nous sont utiles aussi. Donc, au fond, nous avons, de ce point de vue, moi, dans mon langage, je dis que nous avons plusieurs identités, et ces identités multiples pour Senghor, c'est d'une part, effectivement, la négritude, l'identité originelle, et puis, d'autre part, ce que moi j'appelle l'identité internationale, et que Senghor appelle l'universel, auquel on parvient par le métissage. Le métissage étant chez moi aussi un thème. Mais vous voyez, je parle de moi au lieu de parler de Senghor, c'est parce qu'il est, sans que je l'ai voulu, et il est devenu un de mes mentors. Mais vous le disiez, Boubacar Boris Diop, Senghor, c'est aussi pour les écrivains de votre génération, les Sénégalais, c'est la figure tutélaire en fonction de laquelle il faut se définir. Et puis c'est peut-être aussi la statue du père qu'il faut déboulonner. Oui, mais moi je m'en suis rendu compte que le jour de sa mort, mais cette histoire de Senghor qui m'empêche de dormir, dont la mort me fait souffrir, j'étais sidéré. Je me disais, mais je ne savais pas que Senghor était si loin, si profond en moi. Et nous nous sommes affirmés, ma génération, nous nous sommes affirmés contre Senghor. Et la leçon de cette affaire, cette façon de s'opposer en s'opposant à Senghor, mais c'est parce qu'il nous l'avait permis. On est en plein paradoxe. C'est-à-dire qu'il nous a laissé nous faire les dents sur lui, nous lui avons survécu, et on trouverait difficilement aujourd'hui au Sénégal un intellectuel prononçant des jugements totalement négatifs sur Senghor. On n'est pas dupe sur certains aspects. C'était tout de même un pion du néocolonialisme français. Il l'était de façon consciente, nous le lui avons reproché, et je persiste et signe. Il fallait vraiment dire ces vérités-là. Mais la gestion d'un État, c'est quelque chose de très complexe. Il faut, sans être complaisant, essayer de comprendre un certain nombre de choses. Et à l'arrivée, on pense qu'il a fait du bon travail. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait le combattre. Là, j'ajouterai un tout. Dans les mémoires de Nelson Mandela, Long chemin vers la liberté, il parle de sa rencontre avec Senghor. Il est avec un de ses compagnons, ils font une tournée, il n'est pas encore en prison dans les années 50, je crois, 60, il arrive, le Sénégal est indépendant, et puis il vient chercher de l'argent et des armes pour l'ANC. Senghor le reçoit, il parle beaucoup de poésie, de Tchaka, la philosophie bantou, des Zoulous, etc. Mandela est fasciné. Il le dit. Il dit, mais c'est un très grand intellectuel, c'est un grand homme. Mais au bout du compte, je n'ai pas eu d'argent, j'ai pas eu des armes. Et pendant tout le temps qu'on a essayé de discuter, il y avait une Française qui était là, qui écoutait.
Et donc, voilà. Non, je pense que c'est un personnage très... On ne peut pas le juger de façon massive. Il est extrêmement contrasté et d'une grande profondeur. Mais il me semble que pour tout intellectuel africain arrivé sur la scène de l'écriture ou de la pensée après lui, Senghor a été le point de référence, celui en fonction de qui on se définissait, contre ou pour. Et d'ailleurs, c'était souvent contre ou pour la négritude. Vous avez absolument raison. Et avec un de mes amis philosophes, Stan Adotevi, nous avons pris position en 1969 au Festival d'Alger, violemment contre la négritude. Mais si on retrouve nos textes et nos déclarations d'alors, nous n'étions pas véritablement contre la négritude. Nous reconnaissions qu'elle était importante, mais nous disions il faut la dépasser. Donc c'était toujours par rapport à Senghor que nous nous situions. On ne pouvait pas se positionner sans faire référence, disons, à ceux qui ont été les pères de la littérature africaine, et je dois dire qu'ils nous ont, au fond, donné le droit d'écrire. Plus exactement, ils ont conquis pour nous le droit d'écrire. Je te nomme soir au soir ambigu. Feuille mobile, je te nomme. Et c'est l'heure des peurs primaires surgies des entrailles d'ancêtres. Arrière, inane, faste ténèbres à souffle et mufle maléfique. Arrière, par la pâle mélo, par le diseur des choses très cachées. Les informes la bête dans la boue féconde qui nourrit tsetse, tségomias, crapaud et trichonocéphale, araignée à poison, caïman à poignard. Quel choc soudain sans éclat de silex, quel choc et pas une étincelle de passion. Les pieds de l'homme lourd patinent dans la ruse où s'enfonce sa force jusqu'à mi-jambe. Les feuilles les lient des plantes mauvaises. Plane sa pensée dans la brume. Silence de combat sans éclat de silex au rythme du tam-tam tendu de sa poitrine. Au seul rythme du tam-tam que syncope la grande raie à Sénestre. Sorcier qui dira la victoire? Des griffes paraphes d'éclairs son dos de nuages houleux. La tornade rase ses reins et couche les graminées de son sexe. Les caïcédrans sont émus dans leurs racines douloureuses. Mais l'homme enfonce son épieu de foudre dans les entrailles de lune dorée très tard. Le fond d'or dompte les nuages où tournoient des aigles glacés. Ô pensée qui lui ceint le front, la tête du serpent et son œil cardinal. La biographie de Léopold Sédar Senghor est assez intéressante, Jacqueline Sorel, en ce sens que, en fait, elle peut aussi informer la lecture d'un certain nombre de poèmes. Ah, ça, je suis entièrement de cet avis. Je crois qu'on ne le dit pas assez, mais si vous reprenez les poèmes de Léopold Sédar Senghor, vous y voyez beaucoup d'épisodes de sa vie qui sont dits ou nettement ou on les laisse entendre. Par exemple, je vais prendre un exemple. Nous nous situons en 1938. Il est professeur au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés, donc dans la banlieue, et il habite, lui, près du bois de Vincennes. Et il y a une place avec une fontaine au lion. Alors là, symbole, le lion, Diogoy, Léopold, le lion. Et la place s'appelle maintenant Eboué. Ça ne s'appelait pas Eboué à l'époque, mais c'est la place du gouverneur Eboué. Donc c'est une des rues qui donne là. Et cette rue, elle n'est pas très loin du bois de Vincennes, et elle n'est pas loin du musée des colonies. Bon. Vous avez des poèmes au masque aussi. Les poèmes au masque, bon, on peut se poser la question, il n'y a pas de masque au Sénégal. Pourquoi est-ce qu'il écrit un poème au masque? Il n'y a pas de masque au Sénégal. Et en plus, écrit à cette époque où il avait quitté le Sénégal quand même depuis 10 ans presque,
puisque c'est en 1938 et il a quitté en 1927. On se dit, mais non, où a-t-il vu des masques? Eh bien, tout simplement au musée des colonies. Donc, si vous voyez, je pense qu'on peut suivre assez précisément son parcours en lisant ses poèmes. Alors, les années d'enseignement, à Tours d'abord, puis à Saint-Maur-des-Fossés, suivies de 2 années de captivité, ont fait qu'en fait, Léopold Sédar Senghor s'est trouvé éloigné de son pays pendant un certain nombre d'années. Oui. Et il y retourne en 1945. Il n'a pas revu sa terre natale depuis plusieurs années. Et alors là, c'est un voyage extrêmement important. C'est un voyage qui est prévu pour être de courte durée, mais qui est complètement décisif, parce qu'en fait, il va s'apercevoir qu'il ne peut pas se permettre de poursuivre une carrière somme toute confortable d'intellectuel en France, pendant que son pays vit dans la misère. Oui, c'est exact. Je vais simplement, si vous permettez, faire une toute petite incidente, à savoir que ce n'était pas tout à fait la première fois qu'il venait au Sénégal. Il y est allé une fois en 1937, où il a fait une conférence qui a beaucoup marqué les esprits et qui l'a fait connaître au Sénégal. Il avait été invité, alors il était un bon jeune intellectuel, parisien, brillant élève et tout, premier agrégé noir. Il avait fait une brillante carrière de débutant, d'étudiant. Donc il est invité par la Chambre de commerce de Dakar, c'est-à-dire des Blancs, des colons, qui l'invitent à venir faire une conférence et qui s'attendent à avoir un jeune homme qui dise « la civilisation française, je la remercie, c'est magnifique » et tout. Et pas du tout. Senghor a commencé son parcours de militant de la négritude. Et il fait tout à fait une conférence en disant qu'il trouve qu'il ne faut absolument pas gommer la civilisation noire, donc c'est très bien d'étudier, mais qu'il faut mêler les deux. Alors évidemment, ça n'a pas toujours plu à tout le monde, mais en revanche, les étudiants ou les intellectuels noirs, ils ont apprécié, et ça, je crois que c'est resté dans les esprits. Si bien que lorsque, après la guerre, Senghor s'en va au Sénégal, il rencontre le député Lamine Gueye, qui est alors député du Sénégal en France, et qui est un avocat de Saint-Louis, du Sénégal. Et la rencontre est assez décisive pour lui parce qu'il lui demande de venir l'assister. C'est à cause de Lamine Gueye que Léopold Sédar Senghor tombe en politique, voilà, comme il le dit lui-même. Oui. Alors, il se trouve que Lamine Gueye est affilié au Parti socialiste français et il lui demande de venir et il lui dit « tu peux pas faire autrement » et tout. Bon, Senghor, par ailleurs, a retrouvé sa famille, il a retrouvé son village. Il s'aperçoit que finalement, il ne peut pas laisser tout le monde comme ça. On lui reproche d'étudier Rosa la Rose et nos ancêtres les Gaulois dans son village. Et il se dit « bon, je ne peux pas me dérober ». Et donc, il va représenter aux élections le monde rural, si bien qu'il est obligé de faire campagne et de rester. Et il va faire campagne il va prendre à côté de lui un instituteur qui s'appelle Mamadou Dia, qui est de Kaolack, et tous deux vont sillonner les routes pour prêcher la bonne parole et qu'on vote pour le Parti socialiste. Et lorsqu'il va revenir à Paris, c'est en tant que député, oui. Et se retrouver dans l'hémicycle à cette époque où la question des colonies françaises est quand même extrêmement souvent débattue, pour faire évoluer les rapports de la métropole et de son empire colonial. On ne parle pas d'indépendance, bien évidemment, mais on envisage de on envisage de faire évoluer les relations. Oui, c'est une période absolument cruciale et fondamentale à laquelle il va participer au premier rang. Alors, dans les colonies, il y a eu quand même quelques remous. Il y a par exemple eu en 1947, à Madagascar, une révolte. Et le député Jacques Rabé Mananjar a été accusé, à l'époque, d'avoir été à l'origine de ce mouvement, et de ce mouvement qui a été d'ailleurs très très sévèrement réprimé. Ça a été assez affreux. La révolte malgache, il y a eu beaucoup de morts. Et Jacques a été emprisonné à l'époque et condamné à mort, puis exilé, mais Senghor a fait partie des gens qui ont un peu plaidé sa cause aussi. Bon, tout ça pour dire que finalement, Senghor se mêlait de politique, effectivement, et participait aussi à la rédaction de la Constitution. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui était questionné. Il a quitté le Parti socialiste. Il faut aussi préciser cela par une lettre qu'il a envoyée à Guy Mollet, qui dit qu'il ne peut pas continuer à
être l'adjoint de Lamine Gueye. Il y a eu des différends entre eux. C'était des différends pour divers motifs, peut-être de pouvoir aussi. Mais en tout cas, Senghor a quitté le Parti socialiste pour créer son propre parti. Mais désormais, en fait, la trajectoire de Senghor se déroule sur un double plan, qui est à la fois celui de l'homme d'action et de l'intellectuel. On peut peut-être en prendre un exemple d'une année, ce qui est l'année 47, où, dans le même temps, il participe à Londres au congrès panafricain, où il fait la connaissance de Nkrumah, qui est donc le futur président du Ghana. Et puis sur le plan intellectuel, c'est l'année de la fondation et de la parution du premier numéro de la revue Présence africaine. Oui, ça c'était très important. Qui est une étape importante. Alors justement, il était assez lié avec, même très lié avec Alioune Diop, puisqu'il a été le parrain des enfants. Et Alioune Diop était un professeur de lettres. Quand Alioune Diop a créé Présence africaine, c'était une revue qui était tout à fait soutenue par des intellectuels africains, bien sûr, mais surtout par des intellectuels français. Il ne faut pas oublier que Gide était aussi à l'origine de Présence africaine, que Sartre a écrit aussi des articles dedans, et que c'était tout de même une revue qui avait un prestige énorme. On trouve également Emmanuel Mounier, oui, on trouve Griaule. Oui, énormément d'articles importants qui ont vu le jour. Et la revue Présence africaine a eu un rôle mais déterminant dans la pensée intellectuelle africaine, tout le temps, jusqu'à aujourd'hui, j'allais dire. Et c'est vrai que la même année où paraît l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, sur le plan politique, il y a également un événement important qui est la fondation d'un nouveau parti. Du parti de Senghor, vous voulez dire. Le BDS, oui. Alors, il a créé donc ce parti qui était libéré des contraintes politiques françaises. Et alors là, c'était un parti avec Mamadou Dia qui a remporté beaucoup de succès parce que, évidemment, quand on dit nous ne sommes plus des colonisés, nous prenons notre destin en main, c'est évidemment très important. Et Senghor a créé ce parti. Alors il a pris la couleur verte, c'était l'espérance et non pas du tout l'islam, mais c'était l'espérance. On l'appelait le lion aussi. Enfin tout ça, c'était des emblèmes, des symboles. Et ça, il en parle aussi beaucoup dans ses poèmes. Parmi les grandes causes qui restent, Henri Lopez attaché au nom de Léopold Sédar Senghor, il y a bien sûr la négritude, et il y a aussi cette notion qui lui tenait beaucoup à cœur, qui est celle de francophonie. Peut-être faut-il dire que dans son esprit, je crois, l'une et l'autre étaient complémentaires. Au fond, Senghor, c'est le grand dialecticien. Il a pratiqué Hegel, et au fond, la dialectique consiste à, d'une part, critiquer ce qui est passé, mais en garder l'essentiel. On passe à l'étamine de la culture, tout ce qui nous a été légué dans l'histoire de l'humanité, et nous y ajoutons quelque chose qui avait été laissé de côté ou qu'on ignorait, et à partir de là naît quelque chose de nouveau, c'est la synthèse et le dépassement. Dans le cas de Senghor, il se place à un moment où lui-même prend position contre certains aspects du colonialisme, c'est-à-dire le racisme, le système de l'indigénat, qu'il critique. La négritude, tout en étant culturelle, était violemment politique, parce qu'elle dénonçait implicitement la colonisation et le colonialisme. Or, la première vision que nous avions des indépendances, c'était une coupure totale. Certains parlaient même de couper le lien ombilical avec l'ancienne métropole. Senghor, lui, tout en faisant l'éloge de toute cette culture, de toutes ces langues, dit il faut garder la langue française
il ne dit pas encore ce que je dirais que la langue française est devenue africaine, et c'est un pari qu'il fait. Et c'est donc ce lien qu'il veut garder avec l'ancienne métropole. Au fond, c'est le grand classique qui parle. Le classique qui a compris que la culture française est une culture gréco-romane, c'est-à-dire une culture qui a été léguée par l'ancien colonisateur. Et nous, notre Rome, n'est-ce pas, c'est la culture française. Donc il va parier sur la francophonie. Là aussi, au début, il est très mal compris. On dit que c'est une manière de maintenir les anciens liens coloniaux et que la francophonie est une expression du néocolonialisme. Et petit à petit, finalement, les plus radicaux changent de position et considèrent que la francophonie est une partie aussi de leur identité, de leur vie, un enrichissement. Et aujourd'hui, on arrive au paradoxe que la France se trouve dans une position où, par certains côtés, son identité est menacée. Elle devient européenne, ce qui est une bonne chose, mais si elle n'est pas suffisamment vigilante, une partie de son identité risque de se dissoudre dans l'Europe. En revanche, nous, les francophones hors de l'Hexagone, nous avons fait du français notre langue, pas simplement de travail, notre langue culturelle, mais c'est notre langue officielle. Alors nous devenons donc la base arrière, pour employer un terme militaire, de la francophonie, et peut-être que dans la coopération future, nous aurons à donner quelque chose aux Français, nous leur offrirons notre soutien pour le maintien de leur langue. Michel Marie, maire de la commune de Verson. Pour nous, c'est le père de la francophonie, il ne fait aucun doute. Et c'est surtout à ce titre que nous, dans les dernières années de sa vie, nous avons voulu utiliser son nom. C'est vrai que c'est un peu une surprise, mais je me demande si le président n'a pas été très longtemps déchiré entre le président du Sénégal, l'Africain, l'ancien député français, son premier mariage, peut-être aussi avec une Africaine, son deuxième mariage avec une Française. Et puis aussi, pour les quelques lectures que j'ai pu en faire, dans certains de ses poèmes, on sent de grands déchirements, de grands éloignements. Et je pense qu'il devait être quelque part tiraillé. Et je me demande aussi si, à la fin de sa vie, le fait d'avoir perdu deux de ses enfants aussi ne l'ont pas conduit vers cette situation un petit peu de repli. Je crois que c'était ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait, loin de chez lui, de sa terre natale. Il était chez lui ici, mais quelque part, je ressentais, enfin au moins ses écrits me laissaient penser que il était là-bas aussi. Tu as fait l'homme unique à l'image du Dieu unique. Tu t'es fait nègre, Jean-Marie, parmi les nègres. Tu as rendu gentillesse aux gentils, honneur aux hommes, d'honneur de susceptibilité. Tu n'as pas distribué tes chemises, donné ta chaussure droite et tu as gardé la gauche. Ton pain, tu ne l'as pas rompu. Tu nous as enseigné comment multiplier le mil de riz, comme Jésus au noces de Cana. Tu nous as partagé ton savoir, lui d'or, ne laissant rien pour toi, pour nous moquer et dominer. Je te bénis, toi, Jean-Marie. Je bénis les bataillons de tes compagnons. Dans la communion des hommes, des âmes, des nations et des confessions, et il n'y a plus sur toute la surface de la terre une terre ignorée. Béni soit ton pays et ta patrie. Bénie soit la fille aînée de Marie, et je sais qu'elle est irritante, que je ne décolère pas, mais je sais ses mains maternelles si calmes, on dirait des palmes.
Jean-Claude Raoult, vous avez été maire de la commune de Verson pendant 18 ans, c'est-à-dire au fond environ la durée du séjour de Léopold Sédar Senghor dans cette même commune à la fin de sa vie. Donc vous l'avez côtoyé pendant, et très régulièrement, pendant les 20 dernières années de son existence. Probablement, j'ai l'avantage d'être la personne qui l'ait rencontré le plus souvent pendant ces 18 années, oui. En fait, le président Senghor venait très régulièrement à Verson dès 1958, après son mariage, et il s'accordait tous les étés un temps de repos à Verson. C'est d'ailleurs à Verson qu'il a écrit nombre de ses poèmes. C'est l'un des rares moments où il était tranquille, où il pouvait se consacrer à ça, et avec tout le lyrisme lucide de sa normandité, puisque c'est sa définition de la normandité, il pouvait se consacrer à cette passion. Je crois que Verson est associé effectivement dans sa vie à un lieu de réflexion et puis de temps accordé également à une vie plus personnelle et plus intime. C'est le lieu où il échappait à ses obligations publiques, en fait. Ça, quand il était chef d'État, oui. Et puis après 1980, ou disons que les 10 premières années, avec ses multiples occupations, je le vois encore sourire comme un gamin en me disant « bah ouais, je suis toujours vice-président de l'Internationale socialiste, mais membre de commission pontificale, tout en étant à l'Académie royale du Maroc, plus l'Académie française à partir de 84. Ça faisait beaucoup pour un seul homme. Et donc à ce moment-là, il passait une moitié de son temps à voyager, à différentes interventions, à peine une moitié du temps à Verson. Et puis à partir de 90, ça a plutôt été 2/3 de son temps, et 100% à partir de 96, après les grandes manifestations pour ces 90 ans, et qui ont été la dernière manifestation publique du président. Vous êtes, Jean-Claude Raoult, à l'origine de ce lieu où nous nous trouvons, qui est donc l'espace Senghor de Verson, qui a été inauguré en 1994. Comment est née cette idée ? C'est assez simple. Il n'est pas donné à tout le monde, et c'était même une exception qu'un maire compte parmi ses administrés un ancien chef d'État, membre de l'Académie française. Et puis, ça nous permettait aussi de rejoindre l'une des positions que le président a sans doute été l'un des premiers à affirmer publiquement, quand il attaquait déjà la détérioration des termes de l'échange, échange nord-sud bien sûr, et qu'il mettait en avant, ce dont je suis convaincu, que la croissance économique, ce n'est pas le développement, et cette croissance économique n'a de sens que si elle est accompagnée d'un développement social et politique, disons. Ouais. Le président Senghor suivait les projets de la commune, il s'y intéressait. Il a été ravi quand on lui a proposé, quand on lui a demandé, de donner son nom à cet espace, et qu'on lui a montré un petit peu les esquisses et les approches. Il était heureux au moment de la pose de la première pierre, et encore plus à l'inauguration des locaux, et heureux pour ses 90 ans que ce soit ici que 90 plus 91 personnalités viennent le saluer. Lorsqu'on prononce aujourd'hui, Boubacar Boris Diop, le nom de Léopold Sédar Senghor au Sénégal, quels sont les termes qui reviennent le plus volontiers ? Ces funérailles l'ont prouvé. Les Sénégalais restent très reconnaissants à Senghor du travail qu'il a fait en tant qu'homme d'État, du rôle qu'il a joué dans la mise en place de la démocratie sénégalaise. Il a surtout veillé à ce que la relève soit bien assurée. Il a bien préparé sa succession, quoi qu'on dise. Mais les Sénégalais ont surtout apprécié l'élégance avec laquelle il s'est retiré, et le fait que pendant 20 ans,
il n'est jamais cédé à la tentation de revenir sur le devant de la scène, de se mêler de nouveaux politiques. Oui, il est mort en patriarche, avec une espèce de sérénité rayonnante. Et les Sénégalais ont eu le sentiment qu'il devait beaucoup à cet homme et que par ailleurs, il a eu une vie bien remplie. Je crois que comme homme d'État, il a fait, c'est le Sénégalais qui parle, il a fait du très bon travail. Ça a été d'ailleurs la chance du Sénégal d'avoir comme président un tel homme, au moment où d'autres devaient se débrouiller tant bien que mal, plutôt mal que bien d'ailleurs, avec des soldats sortis du rang et qui ont mis en place des dictatures sanglantes. Je ne citerai pas de nom, mais tout le monde sait à qui je pense, des Mobutu, des Eyadema et compagnie. Voilà pour le côté positif. Mais ce que je ne pardonnerai jamais à Senghor, c'est d'avoir dirigé le Sénégal pendant 20 ans, d'avoir marqué ce pays, d'avoir eu son destin lié au nôtre. Et puis juste parce qu'il avait envie de l'habit vert des académiciens, de se prévaloir d'une autre nationalité. Cela ne se fait pas. Je pense que c'est un comportement indigne. Nous ne méritions pas cela. Et donc, pour un honneur de Pakouti, quelque chose de si peu important en définitive, ils disent... moi, Sénégalais, j'ai dirigé le Sénégal. Aujourd'hui, je suis Français. Ça, je ne veux même pas discuter là-dessus. Je crois que c'est indigne. Il a aussi choisi de passer les 20 dernières années de sa vie en France. Bon, c'est vrai que Diouf lui a fait quelques petites misères à ce qu'on raconte. Mais ceci ne peut pas justifier cela. Il avait choisi de partir, il sait très bien ce que c'est que la politique. Les 20 dernières années de sa vie, au fond, oui, il les a passées à Verson, où se trouve d'ailleurs, je dirais, la mémoire de son œuvre, le cœur battant de son travail littéraire, les archives, etc. Aujourd'hui, si on veut travailler sur Senghor, c'est à Verson, en Normandie, qu'il faut se rendre. Je n'ai pas beaucoup apprécié cela, tout en reconnaissant que Senghor est tout de même un très grand intellectuel. Maintenant, très tourné vers la France, amoureux de la langue française, très préoccupé de francophonie. La suite de l'histoire a montré qu'il avait bien tort de se donner tant de peine, puisque la mort de Senghor, aux yeux de la classe politique française, aux yeux de l'intelligentsia française, ça a été un non-événement. Il ne l'aurait jamais cru si on lui avait dit de son vivant. J'ai cru comprendre qu'il y avait un attachement très fort des Versonnais envers leur hôte le plus prestigieux, en fait. Ah, c'est bien vrai, d'ailleurs. Et ça a été plusieurs occasions, au moins à son anniversaire, 40 ans, tout le monde a été présent, tout le monde a été le voir. C'était vraiment une belle manifestation parce qu'il a su de son vivant au moins que tout le monde avait beaucoup d'affection pour lui. Et à son enterrement, ça s'est vérifié vraiment. Parce que les gens, il ne fait pas beau ce jour-là, mais ils ont attendu sur la route que son cortège passe pour l'accompagner. Pendant un dernier hommage. Et c'était vraiment, je trouve, du tonnerre. Émouvant. Oui, très, parce que les gens étaient sincères. Mais là-dessus, et je me suis permis d'écrire dès le 5 janvier au président de la République et au Premier ministre, j'ai tenu à leur signifier le mécontentement de Versonnais et puis de beaucoup de Français, en leur disant qu'ils auraient pu rendre un hommage un peu plus fort, et à ce moment-là, au président. Parce que les liens entre Verson et le Sénégal remontent très loin. En 1847, Ernest de Bourdon-Gramont, né à Verson, était gouverneur à Saint-Louis du Sénégal, il y est mort.
Et donc, il quittait le Sénégal pour venir reposer à Verson. Et j'écris au président et au Premier ministre qu'il n'eut droit à aucun hommage particulier des plus hautes autorités françaises. Ce n'était qu'un bas normand. Il y a quelques jours, notre cher président Senghor, l'immortel, l'universel, faisait le trajet inverse. Il ne fut guère mieux traité, ce n'était qu'un nègre. Si Paris vaut bien une messe, notre illustre concitoyen valait bien un déplacement à Verson. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été du midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné, ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir, bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est, tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur, ta voix grave de contralto et le chant spirituel de l'aimer. Femme nue, femme obscure, huile que ne ride nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali, gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Délices des jeux de l'esprit, les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire, à l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe, forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Une vie, une œuvre, Léopold Sédar Senghor avec Boubacar Boris Diop, romancier, auteur notamment de Mourambi, le livre des ossements, publié aux éditions Stock. Henri Lopez, ambassadeur du Congo à Paris et romancier, auteur notamment de Dossiers classés, paru aux éditions du Seuil. Jacqueline Sorel, biographe de Senghor, auteur de Léopold Sédar Senghor, L'émotion et la raison, publié chez Sepia. Et à Verson, en Normandie, Michel Marie et Jean-Claude Raoult, actuels et anciens maires de la commune, Antoinette Haas, Monsieur Le Goff et Stéphanie Guédon, et avec la voix de Léopold Sédar Senghor. Texte lu par James Campbell, mixage Claire Levasseur, Yann Lambray, réalisation Annie Douel, une émission de Catherine Pont-Imbert.